Donc, c'est ça. Donc, c'est bienvenue à notre deuxième atelier sur la sexualité et le handicap. Donc, c'est des ateliers qu'on a co-créés ensemble avec Chantal, moi-même et Louis-Pierre Auger qui est présent aujourd'hui. En collaboration aussi avec le CIUS Centre-Ouest. On a eu notre tout premier atelier le 2 mai dernier qui était avec Linda Gauthier qui était venue témoigner sur sa propre expérience à elle en tant que personne en situation de handicap au niveau de la prise en charge de la sexualité dans les différents services en santé et en réadaptation. Ça avait été une très belle rencontre et aujourd'hui, on poursuit dans la thématique avec Isabelle qui va nous faire une présentation sur la sexualité en contexte de vieillissement, venir un peu démystifier différentes méconceptions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et Louis-Pierre va enchaîner ensuite avec une présentation plus sur les approches qui sont pertinentes à mobiliser en santé et réadaptation sexuelle quand on souhaite prendre en considération la sphère sexuelle dans nos évaluations et interventions. Donc, juste pour vous avertir, la rencontre, elle est enregistrée, puis elle sera disponible ensuite de ça aux personnes qui sont présentes aujourd'hui dans la salle uniquement. Et maintenant, avant de commencer, on veut vraiment prendre le temps de définir qu'est-ce qu'on entend par sexualité de notre perspective à nous dans cet atelier-là, puis dans quelle perspective est-ce que l'atelier s'inscrit. Fait que je cède la parole à Louis-Pierre pour ce sujet-là. Excellent. Merci, Cassiopée. Donc, juste pour soutenir là, ce petit 2-3 minutes-là là, de définition pour qu'on soit certains et certaines de tous et toutes bien comprendre de quoi on parle quand on parle de sexualité. En fait, ça a comme été un besoin qu'on a ressenti là, de bien se positionner suite à l'autre atelier pour qu'on parte tous et tous sur les mêmes bases. En fait, on vous propose les définitions de l'Organisation mondiale de la santé, dont ici, là, il y a une traduction libre. Je vais prendre le temps de la lire avec vous pour au moins pour la sexualité. En fait, selon l'OMS, la sexualité, c'est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles qui y sont afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité, elle est vécue et exprimée sous forme de pensée, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. La sexualité regroupe ainsi de nombreuses dimensions, mais chaque personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Donc, on parle vraiment ici de sexualité au sens large, donc de la sexualité en tant que concept qui est complexe. Et aussi au niveau de la santé sexuelle, hein, parce que c'est un peu notre objectif aussi, on veut promouvoir la santé sexuelle auprès de notre clientèle. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un état de bien-être physique, mental et social en égard à la sexualité qui consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle, ça s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués. Je vais m'arrêter là avec mes définitions. Et peut-être, simplement faire part, là, qu'on prône vraiment une approche positive de la sexualité. Donc, qu'on prône, premièrement, beaucoup de respect ici entre nous dans ces ateliers-là. Donc, il n'y a pas de questions niaiseuses. Toutes les interventions peuvent être pertinentes. On vous encourage aussi à, s'il y a des propos qui peuvent vous apparaître comme plus confidentiels dans le cadre de la rencontre, de les garder entre nous. Et c'est ça, respect, inclusivité, c'est vraiment ce qu'on prône dans ces ateliers-là. Je dirais, pour tout de suite, c'est ce que je peux dire, Cassiopée, si jamais toi ou Chantal vouliez ajouter quelque chose, mais je pense que ça met bien la table. Oui, merci beaucoup.
Donc, en fait, comment ça va fonctionner pour la suite, c'est qu'on va avoir la présentation d'Isabelle pendant 15 minutes, puis celle de Louis-Pierre pendant un autre 15 minutes. Et à la toute fin de la rencontre aujourd'hui, on va avoir une vingtaine de minutes environ pour échanger sur les deux présentations, pour que vous ayez l'espace pour poser vos questions, demander des clarifications ou même partager vos propres expériences vécues, cliniques, personnelles en lien avec le contenu qui va être partagé aujourd'hui. Comme Louis-Pierre le disait, on voit vraiment ça comme un espace de discussion pour échanger sur nos questions, il n'y a pas de questions bêtes ou difficiles qu'on peut pas dénouer ensemble. Et vraiment profiter de cet espace-là là, pour explorer là, cette thématique-là de la sexualité et l'handicap. Alors, on va commencer avec Isabelle. Donc, Isabelle, elle est professeure au département de sexologie à l'UQAM. Elle est anthropologue de formation. Elle est chercheure affiliée au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, donc le CREGES, et elle est responsable de l'équipe de recherche en partenariat vieillissement, exclusion sociale et solidarité, donc l'équipe Vie. Les travaux d'Isabelle portent beaucoup sur les thèmes relatifs à la sexualité en contexte de vieillissement. Et c'est donc là-dessus qu'elle va nous faire notre présentation aujourd'hui. Donc, je t'invite à partager ton écran, Isabelle. Tu as 15 minutes. Par souci d'égalité, je vais chronométrer vos deux présentations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lever ma main virtuelle à 2 minutes de la fin pour vous donner un cue. Ça fonctionne? Excellent. Je vais partager. Hop. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cet atelier. Puis merci à toutes et tous d'être présents ici. Donc, c'est ça, je vais vous parler, je vais vous brosser un peu un portrait de tout ce qui concerne, je dirais, les préjugés et les réalités. Donc, on s'entend que c'est un survol. Oui, effectivement, le temps, Cassiopée, ça va être important que tu me ramènes à l'ordre. Donc, en guise d'introduction, je voudrais juste parler un petit peu de la place de la sexualité des personnes âgées dans la société aujourd'hui. Donc, pendant longtemps, on pourrait dire que la sexualité des personnes âgées, c'était quand même un sujet qui était complètement ignoré, invisibilisé. Et je dirais qu'il y a quand même un changement au cours des dernières années, peut-être au cours depuis 10-15 ans. Et il y a différents éléments qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, dans le domaine du vieillissement, de la gérontologie, on parle beaucoup de vieillissement réussi, donc avec une idée que les personnes âgées, désormais, peuvent être actives, dynamiques dans leur vieillissement et que c'est ce qui permettrait de faire un vieillissement réussi. Et souvent, il y a eu une tendance à considérer que la sexualité, rester active sexuellement, faisait partie d'un vieillissement réussi. Un autre élément, c'est aussi la commercialisation de produits comme le Viagra, par exemple, qui a contribué à ce qu'on s'intéresse davantage et on donne plus de visibilité à toutes les questions de sexualité des personnes âgées. Et puis aussi les changements générationnels du fait qu'aujourd'hui, les personnes âgées, dans la population âgée qui est vaste, il y a notamment la génération des baby-boomers qui ont probablement des valeurs sexuelles beaucoup plus ouvertes, moins conservatrices que la génération précédente. Ça contribue aussi à une plus grande visibilité. Ceci étant dit, je trouvais important de le nommer dès le début, mais c'est finalement pas sur ces enjeux-là que je vais vous présenter aujourd'hui, mais plutôt sur la sexualité des personnes âgées qui sont, je dirais, étiquetées dans notre société comme étant plus fragiles, comme étant moins en santé, plus en perte d'autonomie. Et le regard qui est porté sur la sexualité de ces personnes âgées-là reste encore... est très différent, où on a tendance à considérer encore leur sexualité comme étant tabou. Et il y a encore donc de nombreux préjugés qui concernent cette population et je pense que c'est pertinent de vous parler davantage des préjugés qu'il y a par rapport à ces populations parce que peut-être que c'est davantage celles avec laquelle vous interagissez au niveau clinique. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu les principaux préjugés qui existent par rapport à la sexualité des personnes âgées. Le préjugé principal est le fait que les personnes âgées seraient asexuelles. Donc, il y a cet a priori comme quoi les personnes âgées, donc quand je dis âgées, ici je parle justement des plus fragiles, des plus âgées, n'auraient
pas du tout d'activité sexuelle, ou alors des fois on considère que non seulement elles n'en ont pas d'activité, mais qu'en plus elles n'ont aucun intérêt sexuel. Il peut y avoir le présupposé aussi que elles n'ont plus de libido, plus de désir, ce qui peut être associé d'ailleurs avec le fait qu'on ne les considère pas comme désirables parce qu'elles ne correspondent plus aux standards de beauté prédominants. Parfois, je m'excuse, je vais partir moi-même avec un peu de retard, mon propre chronomètre, parce que je suis un peu inquiète du temps. Donc, les problèmes de santé, justement, il peut y avoir des a priori ou des inquiétudes à l'effet que les personnes, par exemple, qui auraient des différentes conditions, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires ou d'autres conditions, feraient que ça deviendrait dangereux pour ces personnes âgées-là de continuer à être actives sexuellement. Donc, de ce fait, on imagine qu'ils ne le sont plus, ils et elles. Les changements physiologiques comme la ménopause ou les changements au niveau des capacités érectiles peuvent aussi être considérés comme tellement problématiques ou entraînant des baisses de désir que finalement les personnes âgées n'auraient à nouveau plus de sexualité, deviendraient asexuelles pour ces raisons-là. Et enfin, certains rôles sociaux, et en particulier la grand-parentalité, contribuent à voir aussi les personnes âgées comme étant asexuelles, comme si on avait du mal à se représenter des personnes âgées qui sont à la fois des grands-mères, des grands-pères et qui ont une vie sexuelle passionnée. Alors, aussi, dans certains cas, on peut ne pas aller jusqu'à considérer que les personnes âgées sont complètement asexuelles, mais par contre, avoir une vision très normative de qu'est-ce que ça peut être la sexualité à un âge avancé. Avec l'idée, par exemple, je m'excuse parce que là, vous avez toutes mes notes, voilà. L'idée que, par exemple, ce serait une vie sexuelle ne pourrait être vécue qu'en couple, par exemple, et en couple stable, donc avec des sentiments. On a une vision très, très romantique où il faudrait qu'il y ait une relation affectueuse ou amoureuse, en tout cas des sentiments qui lient les personnes pour qu'il puisse y avoir des activités sexuelles. L'idée aussi que ce serait nécessairement quelque chose de positif, donc ça veut dire qu'on va par exemple complètement occulter les situations qui peuvent exister de violences sexuelles, d'abus sexuels au sein de la population âgée aussi. Une vision très hétéronormative où on imagine nécessairement la sexualité dans le contexte de relations hétérosexuelles, et puis aussi l'idée qu'il ne pourrait pas, par exemple, y avoir de couple ouvert, ce serait nécessairement dans le cadre de relations monogames qu'il pourrait y avoir une vie sexuelle. Donc, quelque chose de très romancé, romantique, qui ne correspond pas forcément à la réalité. Il y a aussi, et c'est un petit peu le revers de la médaille, le pendant de cette idée que les personnes âgées sont asexuelles, c'est le préjugé que certaines seraient au contraire hypersexuelles. Souvent, quand on considère des populations comme étant asexuelles, et c'est souvent le cas, par exemple, des populations aussi en situation de handicap, dès que ces personnes-là, ces populations-là manifestent un intérêt pour la sexualité, s'expriment sexuellement, ça va être considéré comme de l'hypersexualité, alors que les mêmes comportements de la part de personnes qui font partie de la population générale et qui ne sont pas considérées comme asexuées, ça va paraître normal. Donc, pour les hommes, ça va être l'étiquette du vieux cochon, du pervers. Pour les femmes âgées qui vont s'habiller trop sexy, elles vont être jugées négativement, etc. Donc, de façon globale, finalement, on a tendance à percevoir les attitudes sexuelles des personnes les plus âgées ou, comme je disais, peut-être en perte d'autonomie, comme étant soit anormales, soit déviantes, soit pathologiques. Il y a aussi cette tendance, des fois, à en rire, à les ridiculiser, à trouver que c'est risible. Puis, il peut y avoir des caricatures ou des fois, même dans les médias, dans les séries télé, etc., à ce sujet, on va s'en moquer un peu. Ou alors, on trouve ça cute, donc avec toute cette vision très romantique dont je parlais juste avant. Alors, qu'est-ce qui explique, là, ma diapo, c'est à l'origine des préjugés. Je ne sais pas si vous voyez les mêmes petites cases. Donc là, je vous dis à l'origine des préjugés par rapport à une asexualité des personnes âgées. Il y a finalement, d'un côté, les représentations qu'on peut avoir dans notre société de la vieillesse et d'un autre côté, les représentations qu'on peut avoir de la sexualité. Et en fait, si on prend, là, je vais vous faire une liste d'associations qu'on peut faire avec l'un et l'autre, qui bien sûr n'est pas exhaustive, mais on va se rendre compte que c'est vraiment en antagonisme. Donc la vieillesse, ça va être associé souvent à la fin de vie, puis sexualité, on a vraiment tendance à l'associer à la jeunesse.
La vieillesse, on l'associe souvent aussi à une perte d'attractivité. Les corps âgés ne sont pas considérés comme beaux, alors qu'au contraire, on associe beaucoup la sexualité à la beauté selon des standards très, très normatifs. La vieillesse est associée aussi à une lenteur, une perte d'énergie, une passivité, alors que la sexualité, on peut l'associer à la passion, la vigueur, etc. Justement, il y a toute la notion d'opposition entre l'incapacité, la fragilité associée à la vieillesse et la performance associée à la sexualité. Puis, dernier exemple, la vieillesse, on l'associe beaucoup, par exemple, à l'isolement, à la solitude, au veuvage, alors que la sexualité reste quand même souvent associée aux relations avec partenaires et au couple. Donc, on voit finalement que ce sont des phénomènes qui sont perçus comme étant incompatibles à cause qui sont un peu antinomiques, un peu à l'opposé. Alors, si on va plus loin dans à l'origine des préjugés, évidemment, il y a l'agisme, tous les stéréotypes, les préjugés qu'on peut entretenir vis-à-vis de des personnes âgées, la population âgée, qui fait que on a une vision très caricaturale, très stéréotypée, puis aussi on a tendance à les mettre à part dans la société, donc ça contribue à tous ces préjugés. Il y a aussi le fait que la sexualité est souvent associée à la procréation et de ce fait est considérée comme naturelle. Évidemment, les personnes âgées, si elles continuent à avoir une vie sexuelle, c'est pas dans un objectif de procréation, donc c'est plus pour le plaisir, pour la connexion, etc. Donc, ça contribue, cette association à la procréation, à voir les personnes âgées comme étant à nouveau asexuées. Le fait aussi qu'on considère dans la continuité de cette association à la procréation, souvent on considère les rapports coïtaux comme, et donc dans un cadre à nouveau très hétéronormatif, très hétérosexuel, on considère que c'est la meilleure forme d'expression sexuelle. Évidemment, souvent la sexualité en vieillissant se transforme, notamment à cause des changements physiologiques, et ça va plus du tout nécessairement être axé sur les rapports coïtaux, donc ça aussi, ça contribue à ces préjugés. Le fait de considérer la sexualité comme une caractéristique de l'âge adulte et non pas quelque chose qui pourrait... c'est comme si les personnes qu'on reconnaît comme étant légitimes d'avoir une vie sexuelle dans notre société, c'est ceux qui sont en pleine possession de leurs moyens, en situation de pouvoir. La sexualité des enfants, la sexualité des personnes ayant des incapacités est souvent niée. C'est un peu la même chose avec les personnes âgées parce qu'on a tendance à les infantiliser. Et puis enfin, la question de la beauté. Souvent, on considère que l'apparence physique et donc la beauté est un marqueur du caractère sexuel d'une personne, comme si les personnes qui étaient moins attractives selon les normes de beauté prédominantes ne seraient pas des personnes sexuelles. Donc là aussi, à nouveau, ça contribue aux préjugés. Alors, je vais essayer de continuer. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à avancer. Hop. Donc, j'essaye oui. Sur les conséquences de ces préjugés, évidemment, je vois le temps qui passe, je vais y aller vite. Donc, il y a les impacts directs sur les personnes âgées qui peuvent avoir tendance à intérioriser ces stéréotypes. Ça veut dire à elles-mêmes peut-être se sentir comme coupables, honteuses d'avoir encore du désir sexuel, qui peuvent aussi même s'empêcher, se retenir peut-être de chercher de nouvelles partenaires si elles se retrouvent seules ou veufs ou veuves, par exemple. Une autre conséquence importante, c'est l'absence de communication entre les personnes âgées et les professionnels. Parce qu'évidemment, les professionnels de la santé partagent souvent cette vision très stéréotypée, ces préjugés qu'il y a par rapport à une asexualité des personnes âgées. Donc, les professionnels souvent sont mal à l'aise d'aborder ce sujet et les personnes âgées elles-mêmes le sont aussi, inconfortables parce qu'elles ont peur d'être perçues négativement, jugées négativement par les professionnels. Et bien sûr, ça a des répercussions sur la santé sexuelle des personnes âgées parce que elles n'ont pas les connaissances, les besoins qu'elles peuvent avoir en lien avec la sexualité ne sont pas répondus et il peut y avoir beaucoup d'ITSS chez les personnes âgées. Donc, les réalités rapidement, vu que le temps passe très vite. En 2 mots, sur cette diapositive, c'était un petit peu un compte-rendu des résultats de différentes études. Ce qu'on voit, c'est que la proportion d'adultes âgés actifs sexuellement est quand même assez variable, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui, à des âges avancés, restent actifs. Une autre chose qu'on peut retenir en regardant rapidement les statistiques, c'est à la fois que ça diminue la proportion de personnes actives sexuellement en avançant en âge, et puis aussi qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes, avec les hommes qui restent, selon les statistiques, plus actifs sexuellement plus longtemps peut-être que les femmes âgées.
même si ce n'est pas dans les statistiques, souvent ça peut être lié aussi pour les femmes âgées à l'absence de partenaire, ça joue beaucoup. Et puis la masturbation n'est pas toujours prise en considération dans ces études. Donc, en ce qui concerne les transformations du vécu et de l'expression sexuelle chez les personnes âgées, souvent il y a une redéfinition de la sexualité qui va vers plus d'intimité, avec une décentration de la génitalité, sexualité qui est moins axée sur la performance, mais au contraire plus sur la connexion, la tendresse. Et puis, par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça, c'est pas applicable à tout le monde. Puis, il y a des personnes âgées pour qui, par exemple, les pratiques génitales de toutes sortes sont encore très importantes. Donc, il y a des variations selon les sous-populations. Cette expression sexuelle n'est pas du tout homogène. Elle varie selon les positionnements sociaux. Par exemple, j'avais fait une étude où il y avait des hommes gays âgés. Eux avaient encore une activité sexuelle très libérale. Ils étaient très, très, très actifs. Mais il y avait aussi des personnes hétérosexuelles qui l'étaient. Puis, c'est sûr qu'il y a des différences générationnelles. Et puis, pour conclure, je vais aller à ma conclusion directement. Donc, la sexualité reste importante jusqu'à la fin de vie, même si elle se transforme. Les personnes âgées sont moins asexuelles que désexualisées à cause des perceptions négatives qu'on peut avoir ou des préjugés. Gardez en tête qu'il y a une diversité dans les expressions et l'expression sexuelle à l'âge avancé. Ce qui est très important aussi, c'est que les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie peuvent, tout comme la population âgée qui est en pleine forme, avoir aussi des besoins, des préoccupations en lien avec la sexualité et encore du désir, évidemment. C'est très important aussi d'explorer les perceptions de la sexualité et les préjugés à l'origine de l'inconfort des professionnels dont je parlais tantôt. Et puis, c'est important finalement d'entamer le dialogue avec les personnes âgées pour mieux saisir leurs besoins puis y répondre en lien avec la sexualité. Donc voilà, je m'arrêterai là. Merci de votre attention. Merci Isabelle, c'était vraiment bien wrapped up à la fin, puis ça nous permet de faire un lien direct parce que quand tu dis en fait l'importance d'aborder le sujet puis de lui faire une place en intervention, ben, la présentation de Louis-Pierre va nous permettre de nous donner des outils pour faire ça justement. Donc, ça nous permet de transitionner à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle qu'on va prendre des questions à la toute fin, après la présentation de Louis-Pierre. Donc, si vous en avez, vous pouvez les mettre tout de suite dans le chat ou vous pouvez les prendre en note pour les demander de manière verbale à la fin complètement. Donc, Louis-Pierre, à ton tour, je te cède la parole. Excellent, merci beaucoup. Je prends le truc de starter tout de suite mon chronomètre pour être certain. Donc, c'est parti. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Vous allez voir, 15 minutes, c'est rapide, donc ça se peut très bien qu'il y ait des concepts qu'on aille rapidement. Ça va me faire plaisir là, pour qu'on en discute là, à la fin. Et si jamais, là, si vous en voulez plus, vous pourrez m'écrire et on pourra trouver ensemble des solutions pour vous outiller. Donc, vous allez voir, je vais faire une présentation qui est axée sur l'accident vasculaire cérébral parce que c'est mon domaine de spécialisation, mais il y a beaucoup des concepts qui vont être transférables aux autres clientèles que vous pourriez voir dans votre pratique en réadaptation. Donc, moi, en fait, je suis actuellement, là, je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal, je suis ergothérapeute donc, c'est ça, là, j'en suis à compléter mon doc, mais je passe pas trop de temps sur ça pour vraiment tomber dans l'essentiel. Ce que je vous dirais avant de débuter, aujourd'hui, justement, en 15 minutes, moi, je suis ergothérapeute. Je viens de vous parler d'intégration de la sexualité dans nos pratiques cliniques. Donc, ça va être important pour vous, tous et toutes, de prendre le temps de bien réfléchir à contextualiser ce que je vous transmets par rapport à votre propre milieu de pratique, votre réalité, mais aussi votre champ d'exercice en fonction de votre discipline professionnelle. Il y a peut-être des choses desquelles je vais vous parler, que vous pourriez dire, ah ben ça s'applique un peu moins à ma profession, ça s'applique un peu plus. Vraiment, c'est votre liberté, c'est votre privilège comme professionnel d'avoir cette réflexion-là. Donc, on a déjà positionné la sexualité selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ce que je vous propose ici, c'est qu'on regarde le fonctionnement en lien avec la sexualité, la participation, en utilisant le modèle de développement humain, le processus de production du handicap, ou des fois en plus court que dans le système, on l'appelle simplement le PPH.
On voit les facteurs personnels, environnementaux et les habitudes de vie qui entrent en interaction pour faire, on voit ici l'interaction au centre, c'est ici qu'on va avoir une situation soit de participation sociale ou une situation de handicap. Et ça peut aussi s'appliquer à la sexualité. Quand on regarde la recherche qui a été faite en santé sur la sexualité, on va beaucoup être dans les facteurs personnels et dans les dysfonctions sexuelles. Par exemple, troubles de l'orgasme, troubles de la lubrification vaginale, troubles érectiles, entre autres. Moi, la perspective que je nous encourage à adopter en réadaptation, c'est la perspective au niveau des difficultés sexuelles. Donc, de voir de quelle manière est-ce que les facteurs personnels, environnementaux ou les facteurs qui sont liés aux occupations, aux activités qu'on veut réaliser dans notre quotidien, de quelle manière est-ce qu'ils sont soit en adéquation ou en inadéquation pour créer des situations de participation ou de handicap en lien avec la sexualité. Par exemple, une personne dont la fonction sexuelle, donc qui n'aurait pas de dysfonction sexuelle, mais qui a des très grandes douleurs au dos et une hémiparésie, donc c'est d'autres facteurs personnels qui ne sont pas nécessairement liés directement à la sexualité, mais qui, à cause de ces douleurs au dos-là et de cette hémiparésie-là, a de la difficulté à avoir accès à son environnement, par exemple à sa chambre. Par exemple, s'il faut se déplacer en fauteuil roulant, faire un transfert au lit, et que ces activités-là sont difficiles à cause de barrières environnementales, mais ça pourrait mener à des difficultés sexuelles, malgré que la fonction sexuelle ne soit pas nécessairement affectée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est une perspective qu'on peut adopter dans notre évaluation du fonctionnement de nos clients. Au niveau de la sexualité, moi, comme ergothérapeute, ce que je peux voir là, dans les fonctions qu'on peut utiliser au niveau de la sexualité, il y a prendre un objet et le relâcher, être capable de s'habiller et se déshabiller, pouvoir se déplacer peut-être à l'extérieur, par exemple jusqu'à un restaurant, jusqu'à un cinéma ou à un lieu de rencontre, être capable de contrôler ses lèvres et sa salive, être capable d'entrer, sortir, se déplacer dans notre lit, être capable d'utiliser un téléphone cellulaire, de télécharger des applications de rencontre, entre autres. Donc, la sexualité, dans une perspective globale, est composée d'une multitude d'activités et de tâches qui peuvent être réalisées. Par rapport à l'AVC, c'est quoi les lignes directrices? En fait, premièrement, c'est d'en parler. Pour les personnes qui en ont besoin, c'est de leur offrir de l'éducation spécifique à leurs conditions et des stratégies. Ça peut aussi comprendre d'offrir des traitements médicaux aux personnes qui pourraient en avoir de besoin et pour des problématiques qui sont persistantes ou qui sont plus complexes, de référer à des services spécialisés. Ça, ce sont les lignes directrices canadiennes en réadaptation de l'AVC par rapport à la sexualité. Est-ce qu'on y répond? En général, non. La clientèle reçoit peu l'opportunité d'aborder la sexualité au cours de leur réadaptation. Puis ça, on parle de la phase aiguë jusqu'au moment de la réintégration en communauté. C'est rare que les intervenants vont proposer que la sexualité soit abordée à la pratique et les patients et les patientes ne vont pas en parler non plus parce que vu qu'on n'en parle pas du tout en santé, que dans les milieux de santé, les professionnels n'en parlent pas, ben, les patients se disent ben, je pense que ce n'est pas approprié que j'en parle. Fait que là, ça amène un cercle vicieux où de chaque côté, on se dit ben, l'autre personne n'en parle pas, donc je n'en parlerai pas. Intervenant et patient. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup en réadaptation? Il y a une multitude de raisons, je ne les nommerai pas toutes, mais il y a le manque de formation, l'inconfort d'un côté et de l'autre en lien avec la sexualité, donc du côté des patients, du côté des intervenants, le manque d'outils cliniques, le manque de ressources, la perception peut-être que la sexualité n'est pas un enjeu important comparé à d'autres enjeux abordés en réadaptation. Donc, c'est ce qui explique entre autres pourquoi on en parle peu. Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est un processus clinique assez général, assez standard, pour lequel on peut s'inspirer pour mieux ancrer la sexualité dans notre pratique. Comme professionnel, il rentre dans nos tâches disciplinaires de procéder à une prise de contact. Ensuite, on fait une évaluation. On fait peut-être des objectifs thérapeutiques. On met en œuvre un plan d'intervention. On évalue si nos interventions ont porté fruit ou quelles ont été les retombées. Et ensuite, on voit, bon, ben, est-ce que j'ai besoin de continuer le suivi? Est-ce que moi, de mon côté, est-ce que j'amène une conclusion? Et est-ce qu'on va avoir besoin peut-être d'une référence?
Donc ici, ce que je vous propose en fait, c'est un processus clinique qui est ventilé par 3 études que mes équipes de recherche et moi, on a faites par le passé. Une étude d'implantation et 2 revues de littérature, donc une qui porte sur les méthodes d'évaluation et l'autre sur les méthodes d'intervention. Donc, premièrement, comme professionnel, comme vous avez vu, moi, ce que je prône, c'est qu'il faut que ce soit les intervenants qui suggèrent à leurs personnes, à leurs patients, à leurs clients, à leurs usagers, d'aborder la sexualité, de l'intégrer à leur pratique. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire ça. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Bien, des éléments à considérer avant d'ouvrir la discussion sur le sujet de la sexualité, c'est premièrement, si possible, de vous assurer d'avoir développé un lien thérapeutique avec la personne, de prévoir la discussion dans un endroit qui respecte la confidentialité. Donc, par exemple, un local où vous allez être seul avec votre patient-patiente, où il y a la possibilité de fermer la porte, par exemple, et où vous aurez la possibilité de ne pas être entendu. Se rappeler que la personne aussi, avant d'ouvrir la discussion, ça c'est plus un petit point pour vous, se rappeler que la personne va apprécier toute information qui va lui être transmise si elle en a besoin. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je reçois beaucoup l'inquiétude d'intervenants, je reçois beaucoup cette intervention-là, ce partage-là de la part des intervenants de la peur de ne pas avoir la bonne réponse du premier coup par rapport aux questions qui pourraient être soulevées en lien avec la sexualité par les patients. Donc, cette inquiétude-là les amène à éviter d'aborder le sujet parce qu'on a peur de ne pas tout savoir. Ce que je vous dirais, c'est déjà, comme professionnel de la santé, vous avez un beau bagage de connaissances que vous pouvez utiliser pour répondre au moins en partie aux questions de vos patients. Puis si jamais au moment où vous abordez la sexualité avec votre clientèle, qu'il y a des questions que vous vous faites poser puis que vous n'êtes pas certaine de la réponse, bien, c'est correct de juste le dire à vos patients puis de dire, regardez, je vais essayer d'aller chercher l'information d'ici à notre prochaine séance ou je vais aller demander à des collègues plus habilités, voir s'ils peuvent vous aider de ce côté-là, si vous êtes d'accord que je leur en parle. Pour ouvrir la discussion sur la sexualité, il y a vraiment plein de méthodes que vous pouvez utiliser. Premièrement, une bonne vieille conversation, une entrevue libre de votre propre cru peut très bien fonctionner. Vous pouvez utiliser des guides d'entrevue semi-structurés, par exemple le guide d'entrevue sur la sexualité qu'on va vous rendre disponible suite à la conférence, qu'on pourra vous envoyer par courriel. Je vous en parle dans un instant. Vous pouvez aussi utiliser des moyens détournés. Par exemple, utiliser des questionnaires qui comportent des questions sur la sexualité. Il y a beaucoup d'outils, par exemple, pour l'évaluation de la qualité de vie ou du risque de dépression qui vont comporter au moins une question qui porte sur la sexualité. Donc, si jamais vous sentez que ce serait une stratégie qui pourrait être pratique pour vous, vous utilisez ces questionnaires-là. Ensuite, une fois que le questionnaire est complété, vous allez regarder l'item qui porte un peu sur la sexualité. Vous regardez le score, puis ça peut peut-être être une porte d'entrée pour vous pour amener le sujet de la sexualité avec vos patients. Sinon aussi, je vous amène au dernier point. Si vous en avez de disponible dans votre milieu de travail, juste d'offrir de la documentation éducative sur plusieurs sujets, dont la sexualité, peut être une manière d'ouvrir la porte à votre patient puis de lui dire, regardez, je vous donne ça pour l'instant. C'est un dépliant qui porte sur la sexualité parce que ça peut être influencé par votre AVC ou par votre condition de santé. Si jamais, est-ce que pour vous, ça pourrait être une préoccupation ou un besoin qu'on en parle? Si jamais vous avez des besoins, on peut en reparler dans nos prochaines séances. Par exemple, des fois, là, juste de tendre ces outils de transfert de connaissances-là, des fois, ça peut nous faciliter la vie. Le guide d'entrevue sur la sexualité, c'est quoi? Vous avez ici là, un screenshot là, de l'outil. C'est un outil en une page qui comporte à peu près 4 sections, qui est là pour vous guider dans la conversation qui va vous permettre de comprendre est-ce que votre patient ou votre patiente a besoin d'intégrer la sexualité à sa réadaptation. Parce qu'il y a des personnes qui n'en auront pas besoin au moment où vous allez être en intervention avec eux. Par contre, c'est aux gens de nous le dire si la sexualité fait partie de leur priorité, fait partie de leurs besoins à aborder dans le cadre de leur suivi en réadaptation. Et il ne faut pas faire nous-mêmes arriver à cette conclusion-là sans leur demander. Donc, le guide d'entrevue, en gros, premier item, c'est de voir est-ce que c'est correct qu'on parle de sexualité ensemble? Est-ce que j'ai votre accord?
Ensuite, on normalise la présence de difficultés sexuelles après, en lien avec la condition de santé. Fait que vous avez même ici en italique un verbatim. Par exemple, de dire, vous savez, il arrive souvent qu'un AVC ait un impact sur la sexualité des personnes. En fait, près de 50% des personnes post-AVC sont à risque de vivre un changement au niveau de la sexualité. Donc là, on amène l'importance du sujet, on amène la pertinence. Ensuite, vous y allez comme vous le sentez. Vous pouvez donner des exemples de questions que les personnes post-AVC peuvent se poser. Par exemple, des fois, les gens qui ont fait un AVC ne sont pas certains si d'avoir une relation sexuelle ou une activité sexuelle va leur causer un autre AVC. Fait que ça fait partie du genre de choses qu'on peut aborder, vous et moi, dans notre réadaptation. Si jamais vous avez d'autres questionnements comme ça, on peut en parler. Donc, on arrive à la conclusion du guide d'entrevue sur la sexualité qui est: voudriez-vous que la sexualité soit abordée au cours de votre réadaptation à vous? Est-ce que vous voudriez que ça fasse partie de vos objectifs thérapeutiques à vous? Donc, une fois que vous avez cette confirmation-là, en fait, vous savez s'il faut aller plus loin ou si ce n'est pas nécessaire, si votre patient a d'autres besoins. Je vois mon temps qui file, fait que je vais enchaîner, en fait, à poursuivre au niveau de l'évaluation professionnelle. En gros, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a une grosse disparité au niveau des méthodes d'évaluation par rapport à la sexualité. Et il faut les contextualiser par rapport à notre champ d'exercice, par rapport à ce qu'on peut faire comme professionnel. Mais moi, ce que je vous propose, en fait, c'est d'aller explorer de quelle manière est-ce qu'une condition de santé peut influencer la sexualité. Puis je vais conclure avec ça pour vous permettre ensuite de vous-même choisir, considérant cette meilleure compréhension-là de comment la sexualité peut être affectée, moi, comme professionnel, quels outils ou quelles méthodes je peux utiliser, soit pour aller aborder les impacts primaires, secondaires ou tertiaires. Excusez, j'ai mis psychosociaux, mais ça aurait été impact tertiaire qu'il aurait fallu lire, de la condition. Donc, primaire, en gros, c'est un impact, c'est par exemple de quelle manière est-ce que la condition de santé a un impact directement sur les processus de la réponse sexuelle. Donc, par exemple, le désir, l'excitation, comme le processus d'engorgement sanguin qui mène à l'érection ou la lubrification vaginale, par exemple, l'orgasme et peut-être la phase de résolution. Au niveau des impacts secondaires, on parle des symptômes ou des conséquences autres de la condition de santé qui peuvent avoir un impact pour la personne dans sa participation dans ses activités sexuelles. Par exemple, des troubles moteurs, des troubles cognitifs, des troubles langagiers, des troubles de la déglutition peut-être ou même peut-être des troubles affectifs. Par exemple, les troubles affectifs, on les voit beaucoup plus au niveau des impacts tertiaires. Est-ce qu'on a une dépression? Est-ce qu'on a des symptômes d'anxiété? Est-ce que la condition de santé a affecté l'image corporelle et donc le sentiment peut-être de confiance en soi ou le sentiment de désirabilité? Est-ce que la condition a eu un impact sur le partenaire ou la partenaire? Est-ce qu'il y a des changements de rôle, par exemple? Est-ce qu'il y a des conflits dans le couple qui pourraient, si couple il y a, qui pourraient affecter la relation? Et finalement, est-ce que la condition de santé peut affecter soit le développement ou le maintien d'une relation intime pour la personne? Et je vois que j'ai dépassé mon 15 minutes, je m'excuse. Regardez, il y a des exemples ici dans mon PowerPoint que je vais vous rendre disponibles, mais je n'aurai pas le temps d'en parler pour tout de suite. On pourra les ventiler dans la période de questions au pire des pires. Je vais juste regarder vite. J'ai couvert l'essentiel, le reste va être écrit dans le PowerPoint et on pourra en reparler au besoin. Merci et désolé pour le petit débordement de temps. Pas de problème. Merci, Louis-Pierre. Donc, on en serait rendu à la période de questions. Ou d'échanges, en fait. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez des questions au niveau soit du contenu de la présentation d'Isabelle, de la présentation de Louis-Pierre, des choses que vous aimeriez clarifier, ou si vous avez envie de partager vos propres expériences, des bons coups, des choses que peut-être vous avez trouvé difficiles, que vous aimeriez avoir, un conseil ou l'opinion d'Isabelle ou de Louis-Pierre, profitez vraiment de leur présence aujourd'hui pour passer un peu au travers de tout ça. Donc, vous pouvez utiliser, encore une fois, soit votre micro, vous levez la main, puis je vais vous donner le tour de parole, ou alors vous pouvez écrire dans le chat. Peut-être je pourrais lancer une question, comme ça, ça va dérouiller certaines personnes qui n'osent pas se lancer. Un point auquel j'aimerais que vous répondiez, autant Isabelle que toi, Louis-Pierre, c'est l'impact de la médication
sur la participation et sur les activités sexuelles chez les personnes vieillantes. Plus on vieillit aussi, un ajout de médication qui pourrait impacter là, autant les fonctions que le désir. J'aimerais vous entendre là, sur le sujet. Isabelle, si tu veux, je pourrais te laisser commencer. L'affaire, c'est que moi, je m'intéresse vraiment aux dimensions sociales, en fait. Donc, tout ce qui est médical, je pourrais pas vraiment répondre sur cette question. C'est trop médical pour moi. C'est certain que ça a des impacts, mais je pourrais vraiment pas aller dans le détail. Désolée, Chantal. Merci Isabelle. Merci. Ben, tu sais, moi aussi, c'est sûr que comme ergothérapeute, j'ai des limites là, au niveau de la médication, mais il y a un impact. En fait, il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de médications, beaucoup de types de médicaments qui ont des effets secondaires sur la sexualité, qui sont souvent des effets, disons, délétères, là, tu sais, qu'on va amener un ralentissement de la réponse sexuelle, sinon peut-être même des fois des absences. Je pense entre autres aux médicaments, tout en lien avec pardon, là, je perds mes mots, là, mais au niveau de pour les troubles, pour les problèmes cardiaques, que ça peut affecter, là, entre autres, les capacités. On le voit beaucoup, un peu plus au niveau des capacités érectiles, parce que je crois que c'est plus visible comme impact. On voit aussi beaucoup au niveau des antidouleurs, des psychotropes qui peuvent affecter le fonctionnement au niveau de la sexualité. En fait, la médication fait vraiment partie, disons, moi, dans le modèle que j'ai présenté, en fait, qui est le modèle d'Annabelle Grenier-Genet et de Frédéric Courtois, là, Frédéric Courtois, qui est professeur à l'UQAM en sexologie. Je crois que la médication est un peu à mi-chemin entre les impacts primaires et secondaires de la condition de santé parce que ça peut avoir un impact. Oui. Est-ce que je réponds un peu à ta question? Oui, merci. En fait, c'est pour souligner d'être sensible aussi à ça dans nos contextes d'intervention en réadaptation. Là, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un pharmacien toutes les deux. Ah, c'est bien Je sais que correct, c'est mais pas le cas. c'est bien, mais c'est un très bon point. Puis excuse Cassiopée avant que tu interviennes. Tu sais, ce que je dirais, c'est je pense que comme professionnel de la santé, c'est important d'être attentif et attentive à c'est quoi la quantité de médicaments qui est prise par notre clientèle, puis de ne pas négliger son impact, puis de peut-être retourner voir le pharmacien, le médecin pour voir, ben, tu sais, là, on parle de sexualité, puis il y a peut-être un impact de cette médication-là. Des fois, il peut y avoir une belle collaboration à avoir de ce côté-là dans la recherche de solutions. Oui, mais bien sûr, toujours ne jamais arrêter, toujours respecter la posologie qui nous est conseillée avant d'arriver avec des solutions, là, puis de rester avec les solutions des médecins et pharmaciens, bien sûr. Là. Oui, vas-y, Isabelle. Mais je voulais juste, la seule chose que je pourrais apporter à ce niveau-là, c'est plutôt justement dans la communication. Il y a des études qui montrent qu'il y a des différences au niveau des discours, justement, par exemple, des professionnels de la santé, des médecins qui prescrivent des médicaments et qui vont, par exemple, avertir des patients assez jeunes des effets secondaires, le fait que ça a des effets secondaires au niveau de la sexualité, mais qui ne vont pas en informer les personnes âgées. Donc, c'est juste plutôt rappeler que c'est important de communiquer ces informations sur les effets secondaires de certains médicaments, peu importe l'âge de la personne, finalement. Merci. On a une question ici de Saint-Jérôme. Oui, pardon. Est-ce que tu me permets, excuse-moi, Chantal, juste avant de poursuivre sur la question dans le chat, je voulais juste rajouter quelque chose sur le thème de la médication. Je trouvais vraiment intéressant ce que tu disais, Isabelle, au niveau de adresser les effets secondaires sur la sexualité qui soient mentionnés quand on prescrit la médication, mais aussi dans la perspective de voir plus large que juste les dysfonctions sexuelles, comme Louis-Pierre mentionnait, de prendre en compte aussi les effets secondaires de la médication sur d'autres fonctions qui pourraient avoir un impact sur la sexualité. Quand on parle de médication qui rend fatigué, par exemple, ou qui va avoir des impacts au niveau de la cognition, ou au niveau de la capacité à s'exprimer émotionnellement, au niveau de son affect, etc. Tout ça, c'est des choses à vraiment prendre en compte. Puis j'ai bien aimé justement dans ta présentation que tu ramènes le MDH, PPH, puis d'avoir une perspective vraiment plus large de la sexualité qui est vraiment holistique, qui va vraiment chercher tous les facteurs qui peuvent avoir un impact potentiel.
Fait que ça, c'était une chose. Puis une autre chose que je voulais mentionner, c'est dans certaines études au niveau de la sexualité puis du handicap, les gens mentionnent aussi parfois voir la médication comme une aide potentielle à leur sexualité quand on parle du Viagra, mais de d'autres médications aussi qui peuvent venir aider à contrer les dysfonctions sexuelles. Fait que dans le sujet de la médication, c'est comme d'aborder d'une part les impacts potentiels de la médication, mais d'aborder aussi est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une aide pharmaceutique au niveau de la sexualité, puis est-ce qu'à ce moment-là, on ne réfère pas en médecine ou à d'autres, en pharmacie ou qu'importe, pour aller chercher ces aides-là pharmaceutiques aussi. Donc, ça aussi qu'on peut considérer. Très bon point. Ouais. Puis, c'est ça, je te laisse la suite pour le commentaire, Chantal. Oui, en fait, c'est l'équipe URFI de Youville-Saint-Jérôme qui te pose la question, Louis-Pierre. Tu fais référence là, au dépliant sur sexualité et AVC. Est-ce que ça peut être communiqué ou c'est accessible en ligne? Très bonne question. Merci beaucoup. En fait, j'y travaille actuellement à ce que ce soit disponible en ligne d'ici la fin de l'été. Une trousse à outils. On a eu un financement du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation pour finaliser, peaufiner une trousse de transfert de connaissances en sexualité post-AVC. Et dès que ça va être disponible, on va la rendre accessible sur le site Stroke Engine, Info AVC, que vous connaissez peut-être. Donc, si tu veux, Chantal, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est pour la liste de courriels des personnes qui sont présentes aujourd'hui, le jour où la trousse de transfert de connaissances va être disponible, je pourrais écrire un courriel qu'on pourra faire suivre, si tu veux, là, incluant à l'équipe de Saint-Jérôme, là, si vous pensez que ça pourrait être utile pour vous. Merci. Puis à ce sujet-là aussi, je vous invite vraiment à venir à notre prochain atelier le 15 juin parce qu'on va présenter un répertoire de ressources et d'outils éducationnels sur différentes thématiques en lien avec le handicap. Puis dans ce répertoire-là, je sais déjà qu'il y a une ressource justement en lien avec l'AVC et la sexualité. Fait que la trousse que Louis-Pierre va préparer qui va être vraiment géniale. Mais si vous avez d'autres clientèles puis que vous êtes à la recherche de d'autres formes de dépliants ou des choses comme ça, il y en aura certainement dans le répertoire. Donc, vous pourrez l'utiliser aussi pour commencer les discussions dans vos prises en charge. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres sujets que les gens aimeraient aborder? En attendant, si je demande à chacun, à toi Isabelle et Louis-Pierre, un take-home message en une phrase, ce serait quoi pour nos intervenants? Un message clé. Ben moi, je réitère l'importance de ne pas présumer que les personnes les plus âgées et qui ont une santé très fragilisée n'ont pas d'intérêt sexuel, sont asexuels. Tu sais, il peut y avoir encore du désir. Puis aussi, désolée, c'est un peu plus qu'une phrase là, mais j'ai sauté une diapo qui était justement sur la question de la sexualité des personnes âgées qui ont peut-être une santé plus fragilisée, puis le fait qu'on les voit trop comme des objets de soins, mais que c'est important de se rappeler que ce sont des sujets de désir et de plaisir aussi. Hein. Et donc, moi, j'irais avec ça de ne pas avoir d'a priori sur l'importance que la personne accorde à la sexualité, peu importe son âge. Merci. Et toi, Louis-Pierre? Merci. Puis, tu sais, c'est un peu en continuité avec ce qu'Isabelle vient de partager, c'est de ne pas hésiter à poser la question à vos clients, à vos clientes, tu sais, est-ce que vous avez besoin qu'on intègre la sexualité à votre service, à votre réadaptation? Puis, des fois, on a tendance à vouloir, on demande souvent, ben, je fais quoi avec une personne post-AVC au niveau de la sexualité? Je fais quoi avec une personne qui a une lésion médulaire au niveau de la sexualité? Puis, ce que je vous dirais, c'est ne tombez pas trop vite en intervention. Prenez le temps de vous asseoir avec la personne. Puis, la personne, elle est l'experte de sa propre sexualité, puis de comment elle la vit aujourd'hui, puis de ses propres soucis ou de ses propres forces et tout. Et c'est vraiment en comprenant mieux ce qui se passe dans le fonctionnement de la personne, mais avec ce qu'elle va vous dire, que là, vous allez être capable de cibler, ben, qu'est-ce que vous, comme professionnel, vous pouvez faire pour l'aider. Fait que de ne pas tomber trop vite en intervention, mais de prendre le temps de faire une belle évaluation. Merci.
Je vois un commentaire de Véronique que le temps était trop court pour aborder en profondeur des sujets assez complexes et qui demandent beaucoup de temps, mais je vous invite là, à interpeller directement nos conférenciers, les invités dans vos équipes. Je suis sûre, je parle pour vous, là, mais je suis certaine, Louis-Pierre et Isabelle, ça vous ferait plaisir d'y aller plus en profondeur. Avec plaisir. Merci beaucoup pour vos messages clés. Je trouve que ça faisait vraiment beaucoup écho à ce que Linda nous disait aussi au dernier atelier. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas présents, là, mais Linda faisait beaucoup écho aussi à cette notion-là de juste en parler, qu'elle aurait aimé ça qu'on lui en parle dans ses interventions, de juste ouvrir le sujet, de l'aborder. Donc, on dirait vraiment que c'est comme la première étape là, centrale. Puis peut-être que ça part de se rendre à l'aise soi-même dans sa propre vie personnelle, dans ses propres sphères avec la sexualité, puis de décomplexer ça au final, puis de l'aborder comme n'importe quoi d'autre, comme on aborderait la nutrition, le sommeil, faire ses transferts au fauteuil, etc. Mm-hmm. Ce que je retiens beaucoup de vos deux messages. Très bon point, KCP. Puis, tu sais, je pense que c'est de se rappeler que dans notre travail comme professionnel de la santé, on est déjà habitué d'aborder déjà des sujets sensibles. Tu sais, la sexualité, c'est pas le seul sujet, tu sais, qui peut être intime ou pas facile. Tu sais, par exemple, de parler de conflits interpersonnels, parler de deuil, parler d'incontinence, peut-être. Tu sais, c'est des choses aussi que tu sais, à l'époque, comme stagiaire, on a appris à aborder et tout, puis qu'à un moment donné, ça devient juste de routinier dans notre pratique. La sexualité, ça fait aussi partie de ces sujets-là qu'on est capable d'intégrer avec un peu de pratique. Oui. Puis, juste pour faire du pouce, moi, j'ai été interpellée par ta présentation, Louis-Pierre, quand tu parlais du cercle vicieux, hein, qu'il y a le silence, parce que de part et d'autre, il y a l'idée que c'est aussi à l'autre de l'aborder. Donc ça, c'est quelque chose, et je suis assez d'accord avec ta posture qui dit que ce serait plutôt à intervenante de l'aborder, parce que je pense que ça fait partie du rôle professionnel, puis il y a plus d'aisance aussi. Tu vas essayer d'avoir des outils, savoir comment s'y prendre, que, comme je disais, en tout cas la personne âgée, elle peut se sentir jugée. Hein. S'il n'y a pas une ouverture au départ de la part des intervenants, ben, c'est certain que la personne âgée va se dire, ben, puisqu'on ne m'en parle pas, c'est que je ne suis pas supposée avoir des préoccupations par rapport à ça. Donc, vraiment, il me semble que oui, c'est très important que ce soit le professionnel qui l'aborde en premier. Mm-hmm. Non, totalement. Merci Isabelle, parce qu'on le voit déjà que si ce n'est pas les intervenants qui en parlent, c'est ça, on ne peut pas espérer de l'autre côté que toute la clientèle en parle spontanément. On le voit déjà que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut switcher notre approche, il faut s'entraîner. Donc, merci Isabelle. Très bien. Ben, je pense que ça conclurait un peu les échanges d'aujourd'hui. Moi, ça me convient de terminer ça quelques minutes plus tôt. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes pour aujourd'hui. On vous transmettra l'enregistrement et c'est ça. Comme on mentionnait, la trousse d'outils, on vous la transmettra aussi lorsqu'elle sera rendue disponible par les travaux de Louis-Pierre. Puis, notre prochain atelier, c'est le 15 juin et ça va porter justement sur un répertoire de ressources, d'outils, de formation dans le domaine qui pourraient vous aider là, dans vos différentes prises en charge de la sexualité. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci. Merci, Cassiopée.